Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous allons continuer l'exploration du C++ et aujourd'hui nous allons nous intéresser plus spécifiquement aux variables et à leur type. Nous allons donc essayer de comprendre au travers de cette vidéo qu'est-ce qu'est une variable, comment nous en servir en tant que développeur. Nous allons essayer de voir aussi que l'utilisation d'une variable va avoir un impact sur l'utilisation de la mémoire de l'ordinateur. Enfin, nous allons essayer de comprendre ce que comprend la machine, quel type d'information est capable de manipuler un ordinateur. En effet, si on ouvre un ordinateur, on ne trouvera pas un cerveau à l'intérieur, mais des câbles électriques. Eh bien, nous allons voir comment, à partir de ces câbles électriques, l'ordinateur est censé véhiculer de l'information. Et comment nous, en tant que développeurs, nous pouvons utiliser cette construction, cette architecture, pour avoir le résultat escompté. Nous allons voir aussi, en fait, que l'ordinateur ne sait manipuler finalement que des nombres entiers. Et toutes les autres représentations, que ce soit des nombres réels, que ce soit des caractères, vont être amenées, en fait, à ressembler à des nombres entiers. On va à chaque fois avoir un mécanisme de conversion différente que l'on va expliquer. Les différents langages de programmation utilisent des variables, mais vous allez vous rendre compte que là où le C++ doit obligatoirement mettre un type à une variable, certains autres langages de programmation, comme par exemple le Python, eh bien, ne déclarent pas forcément un type avec chacune des variables. Est-ce pour autant que le type n'existe pas en Python? Nous allons voir que non. En fait, le type existe toujours en Python, sauf qu'il est sous-entendu. Nous allons l'expliquer. Dernière partie, nous allons parler en fait de transtypage. Parfois, nous avons la bonne valeur, par contre, elle n'est pas sous le bon type. Comment je vais faire, par exemple, si j'ai un type qui est en chaîne de caractères et je voudrais avoir la valeur de cette variable en entier? Eh bien, nous allons voir qu'il y a des opérations de transtypage que nous propose le langage de programmation. Nous finirons simplement ensuite par une introduction aux constantes, mais si nous avons compris le mécanisme des variables, vous allez voir que les constantes, en fait, ne vont poser aucun problème. Donc je vous propose de commencer immédiatement en essayant de comprendre ce qu'est une variable. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est quelque chose que l'on apprend très vite quand on apprend un langage de programmation, puisque la variable, c'est justement un élément qui va nous permettre de stocker un résultat temporairement. Effectivement, on utilise souvent l'ordinateur pour sa puissance de calcul. Et quand l'ordinateur a terminé un calcul compliqué, nous aimerions en fait stocker le résultat quelque part pour ne pas l'oublier. C'est pour ça qu'il y a deux composantes essentielles dans l'ordinateur, le microprocesseur qui va se charger des calculs, et la mémoire qui va nous permettre un stockage des données. Alors, il y a deux choses. Effectivement, nous voulons pouvoir stocker une donnée, et nous voulons aussi pouvoir récupérer cette donnée si jamais nous en avons besoin. Donc le but n'est pas simplement de stocker anarchiquement la donnée dans la mémoire, mais de trouver aussi un mécanisme qui nous permet de retrouver la donnée au moment où on en a besoin. Si vous n'avez jamais programmé, ou que vous vous êtes pas intéressé à l'architecture d'un ordinateur, vous pouvez en fait vous simplifier la vie en vous disant que la mémoire de l'ordinateur, c'est finalement simplement une grande étagère avec plein de petites étagères à l'intérieur. Et ce que nous allons faire, en fait, tout simplement, c'est que le résultat que nous voulons stocker, nous allons le stocker sur une de ces étagères. Sauf que cette grande étagère, en fait, qui constitue la mémoire, est partagée entre tous les programmes qui tournent sur l'ordinateur. Si vous avez forcément un système d'exploitation, que ce soit macOS, Unix, Linux ou alors Windows, eh bien ça, ce sont des programmes qui vont déjà utiliser une partie de la mémoire. Donc ce seront des zones mémoire, par exemple, que vous ne pourrez plus utiliser. Par exemple, Windows utilise ça. Pendant que je fais cette vidéo, eh bien j'ai tout simplement Excel d'ouvert, j'ai PowerPoint d'ouvert et j'ai d'autres logiciels encore de capture de vidéo ouverts. Tous ces logiciels vont eux aussi, en fait, utiliser des zones mémoire. Donc la mémoire est entièrement partagée entre tous les programmes qui tournent. Donc si je veux stocker quelque chose dans la mémoire, eh bien tout simplement, mon langage de programmation va parcourir la grande étagère de mémoire, va essayer de chercher un emplacement libre. Celui-là, par exemple, il est disponible, et à partir du moment où j'aurai trouvé un emplacement disponible, je vais y stocker ma valeur. Imaginons que j'ai fait un calcul très compliqué, du genre 5 plus 3. Le résultat de 8 est absolument vital à ce que je veux faire par la suite, et donc je veux pouvoir sauvegarder quelque part ce résultat. Eh bien, mon langage de programmation va donc essayer de voir, mon programme va chercher dans la mémoire un emplacement de libre où il va stocker la valeur 8. Ok. Cependant, cette valeur 8, maintenant, elle est dans la mémoire au milieu de plein d'autres valeurs. Comment je vais faire en fait pour pouvoir récupérer cette valeur 8 au moment où j'en aurai besoin?
Eh bien, à cette valeur 8, je vais lui associer un nom, un identifiant unique dans mon programme qui va me permettre de récupérer cette valeur. C'est le nom de la variable. Imaginons donc que je déclare une variable que j'appellerai A, et à cette variable A, je vais lui affecter la valeur 8. Donc ça veut dire que je vais mettre 8 en mémoire, et je vais lui associer le nom de la variable pour que je puisse de nouveau le récupérer. Là aussi, si je garde l'analogie de l'étagère, on pourrait imaginer par exemple que vous mettiez sur une grande boîte à chaussures, vous écriviez un A, et que vous mettiez votre 8 à l'intérieur. Au moment où vous avez besoin de votre 8, vous jetez un coup d'œil à votre étagère, vous prenez la boîte à chaussures sur laquelle il y a écrit A, et vous regardez à l'intérieur, et vous récupérez la valeur 8. Ces deux mécanismes sont essentiels pour l'utilisation des variables, elles vont vous permettre de stocker une valeur et de pouvoir la récupérer au moment où vous en avez besoin. Nous restons donc dans cette première vidéo sur des types simples. Nous allons donc essayer de stocker des entiers, des caractères, des booléens. La structure tableau, est, par exemple, ou liste, est quelque chose d'un peu plus complexe qui prendra une vidéo à part. Ok, donc on a un mécanisme maintenant qui nous permet de sauvegarder temporairement une valeur et d'y avoir de nouveau accès lorsque nous en avons besoin. Alors est-ce que je peux donner n'importe quel nom à une variable? Pour l'instant, dans mon exemple, j'avais donné simplement le nom A. Et bien en fait, effectivement, c'est le développeur qui a la tâche de donner un nom à une variable. Alors, si déjà on a le choix, en fait, on va essayer de se simplifier la vie. Le choix du nom d'une variable est très important parce qu'il va permettre de savoir ce que fait le programme. Si vous arrivez à trouver un bon nom de variable, il va permettre de savoir facilement quel est le type de valeur que vous mettez à l'intérieur. Est-ce que vous stockez une température? Est-ce que vous stockez une taille? Est-ce que vous stockez un âge? Si vous stockez une valeur bien spécifique, eh bien utilisez un nom de variable qui va vous permettre de retrouver cette valeur. Par exemple, un bon nom de variable, ce serait par exemple température moyenne ou alors distance min, qui d'après le nom va vous permettre de facilement savoir en fait quel est le type de variable que vous avez stocké. Si à l'inverse vous utilisez des mots obscurs ou codés, par exemple A15H26 ou alors var3, imaginez que chaque variable, vous leur donniez simplement un numéro, la première que vous déclarez c'est var1, la deuxième var2, la troisième var3, et bien au bout d'un moment vous auriez peut-être var526, et vous ne sauriez plus en fait quelle valeur est dans quelle variable. Donc essayez de garder toujours en fait un nom de variable qui est cohérent avec la valeur qui est sauvegardée. Il y a d'autres restrictions par langage de programmation, par exemple vous n'avez pas le droit de commencer un nom de variable avec un chiffre, la plupart du temps, et dans la plupart des langages de programmation, vous n'avez pas le droit d'utiliser un mot-clé du langage comme variable. Alors un mot-clé du langage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mot qui est utilisé par le langage, donc ici C++, pour savoir où il en est dans le programme. Donc ce sont tous les mots, par exemple, comme int, void, main. Donc ce sont les mots qui sont utilisés par le programme pour connaître la structure du programme. Si vous utilisez l'un de ces mots-là pour nom de variable, eh bien en fait le programme ne va plus s'y retrouver, il ne va plus retrouver la syntaxe, c'est la grammaire qui est associée, et il risque en fait de vous provoquer une erreur de compilation. Alors c'est une erreur de compilation que des fois on a du mal à comprendre, puisqu'en fait le programme s'est complètement perdu, et il a du mal en fait à retrouver sa structure, et donc il a du mal à vous donner un bon message d'erreur. Donc évitez d'utiliser des mots-clés. Alors on se fait quand même des fois avoir, parce qu'on connaît rarement la liste de tous les mots-clés d'un langage, et de temps en temps, on utilise quand même parfois un mot-clé sans le savoir. Donc attention, ça peut être une erreur assez fréquente de compilation, surtout quand on démarre dans la programmation. Enfin, si jamais vous travaillez dans une organisation ou une entreprise, cette organisation ou entreprise vous imposera peut-être une nomenclature, une norme de nommage de variables. Tout simplement parce que si vous êtes dans une entreprise qui développe énormément de programmes, eh bien on aimerait en fait retrouver une espèce d'uniformité dans les programmes. Histoire que si vous êtes développeur dans cette entreprise et que vous avez à travailler par exemple sur un programme qui n'est pas le vôtre, mais parce que la personne qui s'en occupe habituellement est en vacances, eh bien que vous retrouviez assez rapidement vos marques. Que vous retrouviez la même structure, à peu près les mêmes types de noms de variables et tout ça, et que vous ne soyez pas perdu, et donc que vous gagnez du temps à comprendre ce que fait le programme. Donc ça, c'est quelque chose qui est interne à l'entreprise, bien souvent, c'est pas quelque chose qui est requis par le langage, mais ça peut être assez intéressant quand vous travaillez en équipe pour pouvoir gagner du temps. Alors, on va essayer de voir plus spécifiquement ce que fait le C++ au niveau des déclarations de variables.
Alors déclarer une variable en C++ revient à nommer la variable et à lui faire correspondre un type. Donc par exemple, si je veux déclarer une variable de type entier en C++, eh bien je vais donner son type entier et je vais lui donner un nom, par exemple n. Voilà. J'ai donc déclaré une variable n de type entier. Alors on va voir en fait que le type est quelque chose de très important et on va essayer de comprendre pourquoi on accorde tellement d'importance à ce type. Alors dans les faits, ce que je viens de faire ici avec mon int n, j'ai tout simplement en fait alloué un espace mémoire, j'ai donc réservé une étagère, et j'ai dit que là je vais stocker un jour quelque chose. Mais pour l'instant, je n'ai encore rien stocké. Ça veut dire que je ne vais pas utiliser ma variable tant que j'y ai mis quelque chose. Puisqu'on pourrait très bien considérer que sur cette étagère, il y a encore la valeur d'un programme précédent qui avait stocké une valeur ici et qui n'en avait plus besoin. Donc, une bonne habitude à apprendre, tout simplement, c'est lorsque vous déclarez une variable, pour être sûr de ne pas être dans un état où cette variable n'est pas initialisée. Là, j'ai simplement déclaré l'emplacement mémoire, j'ai simplement réservé mon étagère, mais si je n'ai pas enlevé de l'étagère ce qu'il y avait déjà, eh bien, il peut encore y avoir quelque chose qui subsiste d'un traitement précédent. Donc l'idée, c'est de dire, je vais déjà initialiser cette variable, et donc ça veut dire que je vais à la fois réserver mon étagère, je vais réserver mon étagère pour la variable n, et cette variable n, je vais y stocker 0. C'est une mesure de sécurité, puisque je sais maintenant que dans le reste de mon programme, j'aurai la valeur 0 qui est associée à n, et j'aurai pas une valeur complètement aléatoire. Ok, ça marche. Alors au niveau du vocabulaire, quand on a donc un int a, c'est-à-dire qu'en fait on déclare une variable. C'est-à-dire que cette variable jusqu'à présent n'existait pas dans le programme, maintenant elle est déclarée, c'est-à-dire qu'elle a un emplacement mémoire, elle a un nom qui lui est associé, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir mettre des valeurs dans cette variable, et je vais pouvoir aussi récupérer les valeurs de cette variable. Et comme je l'ai dit à l'instant, initialiser la variable, donc lui mettre une valeur dès le début est une bonne idée, puisque ça va vous permettre d'être sûr qu'il y a quelque chose que vous maîtrisez sur cette étagère. Pour bien comprendre cette notion de type, parce que finalement on pourrait se dire, pourquoi j'ai besoin d'un type en fait? Il suffirait que je mette n égale 0, et que je mette 0, que je mette a, que je mette vrai sur mon étagère, finalement, pourquoi est-ce que le programme a besoin de savoir de quel type est la variable, est la valeur que j'essaye de stocker? Eh bien, vous voyez déjà que quand j'enlève le type, C++, là, j'ai déjà mon n qui est souligné en rouge, donc ça veut dire que ma syntaxe C++ est déjà fausse. Je vais donc en fait remettre le type pour rétablir la cohérence de mon programme. Donc vous voyez déjà que C++ n'est pas content quand je ne mets pas de type. Pour comprendre en fait pourquoi on a besoin d'un type, il faut s'intéresser un petit peu à comment est constitué un ordinateur. Si jamais je m'amuse à ouvrir ma tour, qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur? Alors là, j'ai fait un petit schéma. Tout ce qui est gris, c'est ce que vous avez à l'intérieur de votre ordinateur, et tout ce qui dépasse, ce sont des éléments qui vous permettent d'interagir avec l'ordinateur, les périphériques. Alors on voit que, effectivement, tous les composants de l'ordinateur, que ce soit la carte mère, le disque dur, le microprocesseur, et tout ça, est alimenté de manière électrique grâce à l'alimentation. Donc, tous ces éléments-là sont mis sous tension. Et puis, vous avez d'autres moyens d'échange qui sont symbolisés ici par les connecteurs bleus, c'est que ces différents composants échangent de l'information. La carte mère, par exemple, est vraiment la plaque tournante de l'ordinateur, et la carte mère va essayer de fournir les informations à tous les composants qui en demandent. Pour que le processeur puisse faire des calculs, eh bien la carte mère va essayer de chercher les informations à calculer dans la mémoire ou sur le disque dur, les donner au processeur, le processeur va calculer, et va redonner ces informations calculées à la carte mère qui va de nouveau les stocker soit en mémoire, soit sur le disque dur. Ok. Alors on voit que ces différents composants échangent de l'information. Ils échangent des valeurs chiffrées, ils échangent... Et donc en fait on va essayer de comprendre un petit peu comment est échangée cette information. Et en fait on va se rendre compte que toute la communication dans un ordinateur est faite par courant électrique. Donc il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas d'intelligence dans un ordinateur, malgré qu'on parle souvent d'intelligence artificielle, mais il y a quand même en fait quelque chose qui nous permet d'échanger de l'information. Et en tant que développeur, c'est une bonne chose de comprendre en fait comment l'information est échangée dans un ordinateur.
Alors on va imaginer qu'on essaye de faire un ordinateur simplifié. On va imaginer, alors je vais reprendre Paint, et je vais dessiner, en fait, tout simplement, deux personnes qui vont essayer d'échanger de l'information. Alors je vais faire ça assez vite, hein. Hop, voilà. J'ai un premier personnage que je vais dupliquer. Voilà. Ces deux personnages, en fait, on peut imaginer que c'est simplement deux voisins, il y a une rue entre, et le soir, pendant la nuit, ils ont envie d'échanger de l'information entre eux, sans déranger le quartier. Donc ils ont décidé de ne pas hurler par-dessus la rue, ils ont essayé de trouver un autre système pour y arriver. Et donc tout simplement, ils se disent, tiens, on pourrait essayer de trouver un codage par fil électrique. Par exemple, on pourrait imaginer que le premier lance un fil électrique, avec aller-retour, hein, je vais faire un truc assez simple, il affiche une ampoule du côté de son voisin, et de son côté, lui, en fait, il va avoir un interrupteur qui va lui permettre d'allumer ou d'éteindre l'ampoule. Ok. Il teste le système, mon personnage de gauche a deux possibilités, soit l'ampoule est éteinte, soit l'ampoule est allumée. Avec son interrupteur, il peut faire que deux choses. Et donc il se rend compte qu'effectivement, il peut envoyer deux types d'informations. Ampoule éteinte, ampoule allumée. Ok, ça marche. Donc ils se disent le lendemain que finalement ça marche, ils arrivent à s'envoyer de l'information, mais on est quand même assez limité en termes d'information. Donc le lendemain, ils décident en fait de dupliquer leur système et en fait de créer deux ampoules. Et là, ils s'aperçoivent en fait qu'avec deux ampoules, ils peuvent envoyer quatre informations différentes. Alors les quatre informations différentes, c'est quoi? C'est tout simplement les deux ampoules sont éteintes, première information. Seule la première est allumée, deuxième information. Seule la deuxième est allumée, troisième information. Ou alors, les deux sont allumés. Ok, ça marche. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'avec un câble de courant électrique, j'arrive à véhiculer deux types d'informations. Quand j'en rajoute un deuxième, j'arrive à en véhiculer 4. Et ça, en fait, à chaque fois que je vais rajouter un câble, je vais pouvoir multiplier le nombre de combinaisons par 2. Si je rajoute 3 câbles, eh bien, je vais me retrouver avec 8 combinaisons. Si je passe à 4 câbles, je vais me retrouver avec 16. À chaque fois, je vais me retrouver avec des puissances de 2. Cela veut donc dire, si je résume, que avec un câble, je peux avoir 2 puissance 1 possibilités. Donc ça fait 2. Hein. Avec 2 câbles, je peux avoir 2 puissance 2 possibilités. Avec 3 câbles, je peux avoir 2 puissance 3 possibilités. Et donc, si je veux généraliser, avec n câbles, je vais donc avoir 2 puissance n possibilités. Voilà un petit peu comment je vais récupérer des informations différentes avec mes courants électriques. Donc plus je vais mettre de câbles, en fait, plus je vais pouvoir véhiculer d'informations différentes. Ok, alors ça ne m'explique pas encore comment je vais pouvoir véhiculer des caractères, mais on voit déjà comment je vais pouvoir véhiculer des nombres entiers. Puisqu'en fait, à partir du moment où vous avez un nombre entier sous format décimal, il est facile de le transformer en nombre en base 2, et à partir du moment où vous avez un nombre en base 2, eh bien cela va correspondre exactement à l'état électrique de tous les câbles électriques. Ok. Donc, on vient de voir qu'on peut transférer de l'information grâce à des câbles électriques. Et ces câbles électriques, en termes de vocabulaire, en fait, on va les appeler souvent en informatique des bits. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez probablement déjà entendu parler. Système 32 bits, système 64 bits. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que si un système 32 bits veut simplement dire que je vais me retrouver avec 32 câbles, 32 bits. Et donc je vais donc avoir 2 puissance 32 possibilités. Si je veux calculer ça, tout simplement je vais prendre ma calculatrice. Je vais donc faire 2 puissance 32, qui va me donner, voilà, prendre ce chiffre-là, qui va me donner 4 294 967 296 possibilités. Et si j'ai un système 64 bits, j'espère que la calculatrice va tenir,
comme vous avez de temps en temps des Windows 32 bits, eh bien en fait c'est que vous avez la possibilité de véhiculer 2 puissance 64 informations différentes, possibilité, et donc si je prends ma calculatrice, voilà, et que je fais 2 puissance 64, je vais me retrouver avec quelque chose, j'espère que ça n'a pas été tronqué, avec des possibilités encore plus grandes. Donc voilà un petit peu comment l'ordinateur, lui, va véhiculer de l'information. Il va toujours le véhiculer avec des fils électriques, et il va se baser sur les états. Il y a du courant dedans ou il n'y en a pas, pour provoquer, en fait, pour créer des informations différentes. Dernier point de vocabulaire, un petit peu, que je voulais voir avec vous, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Eh bien, en fait, un regroupement de 8 bits, c'est ce que l'on appelle en informatique un octet. C'est pour ça que dans octet, vous avez oct, le préfixe qui d'habitude que l'on va retrouver dans octogone ou ce genre de choses, donc qui veut dire 8. Tout simplement, un octet, c'est en fait 8 bits. Donc c'est un ensemble de 8 fils qui vont nous permettre de transporter de l'information. Alors les anglo-saxons, eux, ils appellent ça un byte. Alors il faut faire très attention en fait avec le terme anglo-saxon un byte qu'il ne faut pas confondre avec le bit que nous utilisons en français. C'est absolument pas la même unité, hein. Un byte, c'est 8 bits également. Voilà un petit peu pour des questions de vocabulaire, et donc ça va nous permettre de voir ce que sait faire l'ordinateur. Donc l'ordinateur sait gérer du courant. On sait donc que l'on peut, si on a à véhiculer un nombre entier, on va simplement le convertir en base 2, et ça va être très facile à gérer. Sauf que nous, en fait, on n'utilise pas que des nombres entiers dans nos programmes. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment il va gérer des nombres qui ne sont pas entiers. Donc on sait que l'on peut passer un nombre de base 10 en base 2. Si jamais vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à aller voir le chapitre de maths des BTS SIO. Dans la partie arithmétique, vous allez voir les conversions de base. Et donc ce sera entièrement expliqué. Donc pour les nombres entiers, en fait, traiter les nombres entiers par un ordinateur, il n'y a aucun problème. Alors comment je vais m'occuper en fait des nombres négatifs? Eh bien tout simplement, dans les nombres négatifs, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement considérer qu'il y a un fil qui va me dire qu'il y a un signe. Alors maintenant, je ne vais plus dessiner des câbles, hein, je vais simplement utiliser la notation binaire et dire par exemple, voilà, ici j'ai 8 câbles, et le 0 signifie simplement qu'il n'y a pas de courant qui passe dans aucun de ces 8 câbles. Si je mets 1, ça veut dire que dans les 7 premiers câbles, aucun courant ne circule, dans le dernier, maintenant, du courant circule. Et bien en fait, ce que l'on va dire tout simplement, c'est qu'on va utiliser le premier bit, en fait, qui va contenir le signe. Et on va essayer de mettre en place une nomenclature pour dire que par exemple, si vous avez la valeur 0, eh bien votre nombre sera positif. Si la valeur est à 1, ça veut dire que votre nombre sera négatif. Donc ici, par exemple, j'ai un nombre positif. Si je me mets ici et que je passe celui-là à 1, eh bien, mon nombre sera négatif. Alors attention, ça va provoquer un gros changement. Effectivement, si jamais vous avez 8 bits, je vous avais dit que vous avez 256 possibilités. 8 bits, hein, c'est quoi? C'est 2 puissance 8, ça fait 256 possibilités. Ok. Donc ça veut dire que, tout simplement, si j'ai 256 possibilités, je peux, par exemple, avoir des nombres de 0 à 255. Ça fait 256 possibilités. Mais si maintenant, en fait, je me bloque le premier bit pour le signe, eh bien, ça veut dire que je ne peux plus utiliser 8 bits pour mon nombre, je ne peux en utiliser plus que 7, puisque le premier est dédié au nombre. Ah, donc ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, je n'ai plus que 2 puissance 7 possibilités. Et 2 puissance 7 possibilités, ça fait en fait 128. Mais comme maintenant j'ai un bit de parité, eh bien l'intervalle que je vais pouvoir parcourir, il va être de moins 128 à plus 128. Donc en fait, on va retrouver les 256 possibilités, sauf qu'au lieu d'avoir un nombre de 0 à 255, on va avoir en fait l'intervalle qui va être décalé avec le 0 au milieu. Voilà tout simplement comment on va représenter un nombre négatif. Donc en fait, vous voyez que l'ordinateur, lui, en fait, ne sait absolument pas qu'il est sur un nombre négatif. Il va en fait stocker, il va continuer à stocker, lui,
des bits, c'est-à-dire il va stocker des états électriques, sans savoir en fait qu'il travaille avec un nombre négatif. Alors comment je vais devoir lui dire que je veux que mon nombre puisse être négatif pour ne pas qu'il le traite comme un nombre toujours positif? En fait là ça va être simplement dans le type. Si je lui donne un type int, par exemple en C++, int est à la fois négatif et positif, donc je vais être dans ce cas-là. Mais si jamais je ne veux pas que mon nombre soit négatif, par exemple il y a des tas de valeurs où je sais que le nombre sera jamais négatif, imaginons par exemple l'âge de quelqu'un, l'âge ne sera jamais négatif, eh bien je peux donc utiliser, ça c'est ce que je vais avoir un int, dans ce cas-là je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle un unsigned int, c'est-à-dire un entier non signé, et donc en fait je pourrais aller jusqu'à 255 avec un entier non signé. Voilà un petit peu l'idée. Comment est-ce que l'ordinateur arrive à convertir en fait des nombres qui ne sont pas forcément des entiers, il va toujours les ramener vers des entiers. Donc là on a vu le cas du nombre négatif, il va simplement garder un bit pour le signe, et il va simplement donc du coup réduire la portée du nombre, mais en fait il va me permettre de traiter les nombres négatifs. Alors maintenant comment est-ce qu'il va traiter les nombres à virgule? Alors là aussi je vais vraiment y aller très simplement. Je vais juste vous donner une idée de comment il va faire. Imaginons par exemple que je veux utiliser le nombre 1,25. Comment il va le traiter? En fait, il va le traiter en plusieurs fois. Il va dire en fait tout simplement 1,25, je vais garder d'une part les chiffres significatifs. Donc je vais garder 125. Ok? Mais 125, c'est pas le nombre qui je dois stocker. Moi, je dois stocker 1,25. Donc ça veut dire que pour arriver de 1,25 à 2,25, je vais en fait avoir besoin de changer la virgule de 2 positions vers la gauche. Et donc, que va stocker l'ordinateur? Il va stocker à la fois la partie entière du nombre, et il va stocker le nombre de décalages de virgule qu'il a à faire pour retrouver la partie décimale. Et donc il va stocker ça en mémoire, et quand vous allez lui redemander un nombre à virgule, en fait, à partir de ce nombre, il va recomposer finalement le nombre qui va vous afficher. Donc le nombre à virgule n'a en fait de sens que pour le développeur ou pour l'utilisateur de la machine. La machine, elle, va stocker des nombres entiers, et au moment où vous allez lui redemander un nombre à virgule, elle va vous le recomposer. Voilà. Elle va chercher dans sa mémoire ce nombre-là, donc ça, elle va juste simplement les concaténer, et elle va sauvegarder quelque chose qui va ressembler à ça. On verra que c'est un petit peu plus complexe, mais pour l'instant, gardez à l'idée que ça va être ça. Et puis quand elle va le décomposer, elle va dire, bon, bah ça c'est ma partie entière. Le 2 ici, c'est le nombre de décalage de virgule. Donc je vais récupérer mon 2, puis je vais faire 1, 2, placer ma virgule, et je n'aurai de nouveau mon nombre à virgule qui sera disponible. Ok. Plutôt intéressant, donc du coup, comme principe. Hop. Voilà. Donc on a fait les nombres entiers, on a fait les nombres négatifs. Naturellement, un nombre à virgule peut aussi être négatif, et dans ce cas-là, on va de nouveau garder un bit pour la parité. Et pour les caractères, on va simplement utiliser une table de conversion qui va associer à chaque lettre un nombre entier. Et donc, tout simplement, chaque fois que l'ordinateur va avoir une lettre à sauvegarder, il va le convertir en un nombre entier, et c'est ce nombre entier, cette représentation numérique de la lettre, qui va être sauvegardée. Au moment où on va de nouveau lire la lettre, en fait, on va simplement faire l'opération inverse, et on va de nouveau récupérer les informations et les mettre au bon format. Et donc, en fait, c'est pour ça que cette information de type, elle est très importante. Puisque vous allez vous rendre compte que, parfois, en fait, que vous stockiez une lettre, un nombre entier ou un nombre à virgule, vous allez en fait stocker la même information dans la mémoire. Mais en fait, c'est le type qui va nous permettre de garantir que, lorsque je vais récupérer l'information dans la mémoire, elle va de nouveau prendre le bon format. Le type, en fait, c'est quelque chose qui donne du sens à la valeur. Alors, le type va nous permettre de faire plusieurs choses, et on va essayer de comprendre pourquoi cette notion de type est tellement intéressante. La première chose, il permet de reconnaître les opérations réalisables sur la valeur de la variable. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. On va l'illustrer par un petit exemple. Je vais prendre un petit programme C++, et je vais déclarer en fait deux entiers A et B. Les deux entiers A et B contiennent les valeurs 5 et 3. Par exemple. Et je vais afficher le résultat de A plus B. Donc c'est une opération vraiment très très complexe.
Voilà. Je vais sauvegarder. Ici, en fait, je vais compiler mon programme. Alors, comment je compile? Je me suis donc ouvert un terminal. Alors là, je suis en PowerShell. Alors, PowerShell, j'ai des fois des petits problèmes, donc je vais me mettre en commande prompt. Ici, j'ai installé un G++. Si jamais vous ne savez pas comment installer un compilateur et comment le mettre dans la variable pass, j'ai fait une vidéo sur l'installation de l'environnement, n'hésitez pas à vous y reporter. Et donc je vais simplement compiler, utiliser G++ pour compiler mon programme qui s'appelle var cpp, et je vais l'appeler en fait var.exe. Je vais lui donner un petit nom, hein, le "-o" permet de donner un nom à l'exécutable. J'ai pas de problème de compile, donc je vais exécuter var.exe. Ok, il me donne 8. Parfait. Je lui ai rentré un entier de 5, un entier de 3, j'ai additionné les deux, ça me donne 8. Aucun problème. Bon. Maintenant, imaginons que je ne travaille pas avec des entiers, mais je travaille avec des chaînes de caractères. Alors, il a bien reconnu string, donc là, il est juste en train de m'indiquer qu'il y a une erreur, parce qu'effectivement, si j'ai une chaîne de caractères, et que je mets un entier dedans, je vais avoir un problème. Donc je vais mettre, en fait, vraiment une chaîne de caractères. Pour montrer que j'ai une chaîne de caractères, j'ai entouré, en fait, simplement de double quote, et tout ce qui est entre double quote, C++ considère que c'est de la chaîne de caractères. Donc il est plutôt content par rapport à ce que j'ai fait. Je ne change pas l'affichage, je continue toujours de faire A plus B. Ok. Donc on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Je vais additionner deux chaînes de caractères. Ok. Je recompile toujours mon programme hein, pour avoir la dernière version, et je relance mon var.exe. Ok. Alors, j'ai visiblement pas recompilé, j'ai pas sauvegardé. Hop, et je recompile. Voilà. Et je récupère en fait 53. Et je me dis, mais 5 plus 8, ça fait pas 53. Par contre, concaténer 5 et 3, ça fait 53. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous voyez que j'ai pas changé d'opérateur, hein, j'ai toujours l'opérateur plus, j'ai toujours A plus B. Bah, en fait, il sait que C++ a automatiquement interprété que quand je mets un plus entre deux valeurs entières, bah, je veux visiblement les additionner. Par contre, quand je mets un plus entre deux chaînes de caractères, visiblement, je veux les concaténer. Et donc, vous voyez que le même opérateur a eu deux actions complètement différentes en fonction des types qui lui ont été mis en présence. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire assez attention en C++. Tout simplement, l'opérateur va dépendre en fait des opérandes qu'on va lui fournir, du type des opérandes. Et plus vous allez fournir d'informations au compilateur dans votre programme, en fait, meilleur sera le résultat que vous allez obtenir. Et le type va aussi vous permettre, de temps en temps, vous l'avez vu au départ, si j'ai déclaré un string et qu'à un moment donné dans le programme, je mets 5 dedans qui est une valeur entière, eh bien vous voyez que tout de suite, j'ai un soulignement rouge, j'ai ici quelque chose qui me dit que j'ai un problème, et donc le compilateur va m'aider à résoudre mes problèmes. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est très important à comprendre, le type va déterminer le sens de l'opération que nous allons donner. Il va aussi permettre, et ça nous l'avons vu grossièrement, à l'ordinateur de savoir à quoi correspond ce qui a été stocké et retourne la bonne forme à l'utilisateur. Je vous l'ai dit, l'ordinateur ne sait manipuler que des nombres entiers, ne sait stocker que des nombres entiers. Mais parce qu'il est sympa, au moment où il va récupérer la valeur dans la mémoire, il va vous le convertir dans le format que vous désirez. Et comment il va savoir dans quel format vous le désirez? Encore une fois, il va s'appuyer sur le type. Si vous avez un type caractère, eh bien, il va prendre la valeur entière stockée en mémoire, il va chercher là dans la table de conversion quel est le caractère que vous attendez. Si jamais vous cherchez juste un entier, il va convertir là, le nombre stocké en base 2, il va vous le stocker en base 10 et il va vous le fournir. Si jamais vous avez demandé un nombre à virgule, eh bien, il va recomposer le nombre à virgule en fonction de la partie significative, il va décaler par rapport au nombre de déplacements, et il va vous le fournir. Dernière chose, pourquoi le type est très utile, il permet de détecter dès la compilation les problèmes de structure dans le programme. C'est-à-dire que si jamais vous avez écrit en fait une syntaxe incorrecte, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai essayé de mettre un nombre entier dans une variable que j'avais définie comme étant de la chaîne de caractères, eh bien C++ va directement bloquer et me dire attention, il y a quelque chose de pas net là-dessus, est-ce que ça serait pas une erreur? Et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut corriger cette erreur. Alors dans tous les langages de programmation, et dans C++, le langage va vous proposer des types de base dans le langage. On a utilisé entier, on a utilisé
string, mais string c'est quelque chose qui est propre à C++, string étant un objet, vous allez avoir besoin de la programmation orientée objet. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais les types de base du C ou du C++ seraient les int, les chars par exemple. Ce sont des types de base qui sont mis à votre disposition. Avec la programmation orientée objet, vous allez pouvoir aussi ajouter les types que vous n'auriez pas à votre disposition de base. Par exemple, il y a de fortes chances que lorsque vous travaillez en entreprise, vous n'avez pas forcément à gérer des int et des chars. Par contre, vous avez à gérer peut-être des clients, des fournisseurs, des factures, des entrepôts et ce genre de choses. Et bien avec la programmation objet, vous allez pouvoir créer vos propres types. Vous allez pouvoir créer tous les types qui manquent en fait dans votre organisation. En tant que développeur, vous aurez donc tout le loisir de mettre en place ces différents types. Cette vidéo a donc eu l'idée de présenter les variables dans un contexte assez général, mais on a aussi vu des exemples C++ pour vraiment avoir l'idée de comment tout cela se passe en C++. Donc, si vous êtes développeur débutant, gardez en tête en fait que simplement la mémoire c'est une grande étagère où vous pouvez stocker des éléments et vous pouvez aussi les récupérer. Gardez aussi à l'esprit en fait que cette étagère, elle a beau être très très grande, elle peut être à un moment donné saturée. Un mauvais programme en fait qui stocke tout le temps des choses, qui stocke peut-être des informations inutiles, pourrait arriver en fait à saturer la mémoire, c'est-à-dire en fait à remplir complètement l'étagère. Et quand l'étagère est complètement pleine et que vous voulez encore stocker quelque chose, eh bien il va y avoir un problème au niveau de l'ordinateur. Donc, cette vidéo était une introduction, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans les détails dans une prochaine vidéo pour voir les différents types. On va essayer de comprendre un petit peu comment marchent les types entiers, comment marchent les types des nombres à virgule, et comment fonctionnent aussi les caractères et les chaînes de caractères. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Cette première vidéo voulait simplement vous montrer l'importance des types et finalement comment étaient stockées les variables en mémoire. À bientôt!